Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc, il est l'heure, on a 23 participants, donc on va pouvoir commencer tranquillement. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir avec nous Arnaud Tognetti, donc, qui va nous présenter ses travaux pendant environ 30 minutes. Si vous avez des questions durant la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à les garder pour la fin. Il y aura une période réservée pour ces échanges. Donc Arnaud Tonetti est un chercheur du CNRS. Il travaille au Centre d'économie de l'environnement de l'Université de Montpellier et également en tant que chercheur associé au Karolinska Institute à Stockholm. Arnaud étudie différents modèles à travers une approche de recherche interdisciplinaire sur deux sujets principaux. Le premier est l'évolution de la coopération comme avantage chez différents animaux. Donc sur cette thématique, il va étudier le modèle animal et également le modèle humain en adoptant une approche expérimentale issue de la psychologie et de l'économie, donc avec des jeux de société, et pour mettre en avant la coopération et la compétition entre les individus. Et un peu plus lié à notre webinaire d'aujourd'hui, donc Arnaud travaille également sur les comportements d'évitement des congénères malades comme comme une première ligne de défense contre l'infection. Et donc, ce projet-là, il est actuel depuis 2009 et il étudie donc les odeurs corporelles, la voix et les traits du visage comme des indices précoces de la maladie. Donc, merci Arnaud d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole pour votre présentation. Ok, merci beaucoup. Désolé, j'avais un problème d'internet, alors j'ai pas tout entendu. Mais du coup, si je partage mon écran, il faut que tu me donnes le droit, parce que je ne peux pas le faire. Alors, est-ce que c'est bon comme ça? Ouais, c'est Ok, bon. parfait. Et alors, vous allez me dire si vous voyez. Attendez, je suis perdu. Et- Très bien, c'est bon. C'est bon? Super. Alors, du coup, merci beaucoup de l'invitation pour donner ce webinaire. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme tu l'as mentionné, de ce qu'on appelle l'immunité comportementale, donc chez l'espèce humaine, et plus spécifiquement, via une série d'études que nous avons faites ces dernières années, parler en fait de nos capacités à identifier les individus infectés ou malades à travers nos sens. Alors, comme tu l'as mentionné aussi, j'étudie plusieurs sens, donc notamment la vue, mais aujourd'hui, j'ai essayé de focaliser plus sur les odeurs corporelles, vu que c'est les thématiques du GDR3. Mais je ne vais pas parler exclusivement que de maladies corporelles, d'odeurs corporelles. Alors, notamment, je vais vous présenter un tout petit peu mon projet de recherche de façon un peu générale, ce qui est sur donc, ces défenses comportementales contre les maladies infectieuses. Alors, comme vous le savez probablement, dû à la longue coexistence entre les parasites et les pathogènes et les espèces vivantes ont développé des stratégies de défense contre ces parasites et donc contre les maladies infectieuses qu'ils induisent. Donc, comme vous le savez probablement, on a développé, et toutes les espèces vivantes ont développé un système immunitaire. Je vais parler de système immunitaire physiologique aujourd'hui, parce qu'après, j'ai parlé de système immunitaire comportemental. Et donc, ce système immunitaire, il se met en branle lorsque nous avons un parasite ou un pathogène qui pénètre à l'intérieur d'un organisme. Et bien que ce système immunitaire il soit très sophistiqué, en fait, c'est premièrement coûteux. Il est premièrement coûteux en termes d'énergie, mais c'est aussi une stratégie risquée. Parce qu'en fait, de temps en temps, notre système immunitaire, il n'est pas capable de limiter la prolifération de ces parasites à l'intérieur de l'organisme, ce qui induit des maladies, ce qui peut induire des handicaps ou même la mort de l'organisme. Et donc, dû à ce coût et à ce risque, il a été suggéré euh, que les espèces aient aussi développé une première ligne de défense comportementale, qui serait donc des comportements prophylactiques qui diminueraient notre contact physique avec les pathogènes. Et donc, c'est ce qu'on appelle un système immunitaire comportemental. Et donc, ce système immunitaire comportemental plus le système immunitaire physiologique, ça représenterait les défenses totales
d'un organisme face aux maladies infectieuses. Alors, chez les animaux en général, il y a plusieurs stratégies qui ont été sélectionnées et qu'on observe dans le monde, dans le règne animal. Par exemple, le fait de ne pas ingérer des objets ou de la nourriture avariée ou des fesses qui sont pleins de pathogènes. On a aussi des comportements, par exemple les comportements de grooming, qui permet donc d'enlever les parasites, les ectoparasites du corps, mais aussi des comportements, comme on peut voir cette photo sur cet éléphant, où il va utiliser justement une espèce de bâton pour pouvoir enlever les mouches et éviter qu'elles pondent des œufs sur sa peau. Alors, ces comportements, ils peuvent être très efficaces pour réduire la contamination. Le problème, c'est que chez les espèces sociales, ces comportements ne semblent pas suffisants. Alors pourquoi? Parce que la socialité, c'est-à-dire la vie en groupe, ça a un coût. Ça a un coût en termes de transmission de parasites parce que les individus vont interagir physiquement et c'est via ce contact physique qu'on va se transmettre des parasites. Et donc, il a été suggéré qu'il y aurait une autre stratégie qui serait tout simplement en fait, de pouvoir détecter les individus malades et donc de les éviter, d'éviter tout contact physique avec eux. Et c'est ce qu'on a observé chez de nombreuses espèces sociales, par exemple chez les mandrilles, les fourmis, les souris, mais aussi chez les langoustes, ou chez toutes ces espèces sociales, elles arriveraient à détecter les individus conspécifiques via les odeurs corporelles. Et ensuite, après avoir détecté des individus infectés, ils éviteraient les contacts physiques avec ceux-ci. Et donc, dans notre projet de recherche, que j'ai d'abord commencé au Karolinska Institutet et puis maintenant que je continue en France, on s'intéresse en fait à est-ce qu'on observe ces mêmes comportements chez l'espèce humaine. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de détecter des individus infectés via différents types de signaux ou de signes et si, une fois qu'on les a détectés, ça provoquerait un mécanisme d'évitement. Mais également, si cette détection de signes de maladie, ça provoquerait une réponse inflammatoire préventive. C'est-à-dire qu'en fait, si moi, je vois quelqu'un qui est malade, est-ce que je commence à avoir un système immunitaire qui se met en branle pour être prêt en cas de contamination. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais plutôt vous parler de la partie sur la détection. Et si j'arrive à être efficace et à ne pas trop parler, j'essaierai de vous parler un peu de l'évitement et de la réponse immunitaire préventive. Alors, la détection des signes de maladie. Alors, on pourrait me dire, oui, en fait, c'est assez trivial de savoir qu'on détecte les personnes malades quand elles sont en train de vomir, quand elles toussent, quand elles éternuent, quand elles ont comment on dit en français, des rougeurs ou des petits boutons sur la peau, des pustules par exemple. Alors, effectivement, et nous, on s'est intéressé plutôt à savoir est-ce qu'on est capable de détecter des signes plus subtils qui se développeraient bien avant le développement de tous ces signes ostentatoires de maladie. Okay, et donc, pour cela, on a utilisé un modèle d'endotoxémie humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'en fait, on recrute des volontaires sains, en bonne santé, qui viennent à l'hôpital. Ils viennent 2 fois. Et lors de ces 2 visites, ils vont recevoir une injection. Alors, ça peut être soit une injection d'un placebo, c'est-à-dire une solution saline qui... Voilà, hop, tiens, voilà. Une solution saline qui serait donc la condition où l'individu est sain, en bonne santé. Soit il va recevoir ce qu'on appelle une injection d'endotoxine, c'est-à-dire c'est une protéine transmembranaire de bactéries qu'on appelle l'hypoposaccharide, que le corps reconnaît, que le système immunitaire reconnaît, et qui déclenche une inflammation, une réponse inflammatoire. Okay, donc ces individus, ils viennent, et c'est un within subject design, parce que justement, le même individu, on va pouvoir l'avoir et quand il est en bonne santé et quand il est malade, par cette injection. Alors cette injection, elle n'est pas dangereuse, elle rend malade les individus pendant quelques heures seulement, donc après au bout de 5-6 heures, ils sont complètement sains à nouveau, et ça mimique les symptômes d'une petite grippe ou d'un petit rhume.
Alors, juste pour vous montrer qu'on est vraiment capable de déclencher une réaction inflammatoire via cette injection, donc ça c'est en rouge. On voit par exemple ici la température corporelle du corps qui augmente, donc la fièvre commence, une petite fièvre, mais aussi on a des marqueurs pro-inflammatoires qui sont des molécules qui vont déclencher cette réaction inflammatoire, donc comme TNF-alpha et IL-6 qui est interleukine 6. Voilà. Alors, ce graphe, je vous le montre aussi. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer des photos de visage qui ont été prises 2 heures après l'injection, donc à ce moment-là, 2 heures, donc assez rapidement après l'injection. Et les odeurs corporelles, je vais vous parler d'odeurs corporelles qu'on a collectées sur ces participants et qu'on a collectées pendant les 4-5 heures après l'injection, en mettant, je vous le dirai après. Voilà. Donc, tout ça pour dire que pendant ces 2 journées, les individus viennent et on va collecter après des injections plusieurs types de stimuli. On va les prendre en photo, on va les filmer en train de marcher, par exemple, et on va collecter les odeurs corporelles. Et ensuite, on a toutes ces données, tous ces stimuli qu'on va réutiliser dans d'autres expériences pour voir si les personnes, des nouveaux participants, arrivent à détecter quand l'individu est malade ou pas, basé sur ces différents stimuli. Alors, par exemple, je vous montre ici, via les photos du visage, on a fait une expérience où on a montré ces séries de visages, une photo par une photo. Et on demandait pour chaque photo, est-ce que cette personne, elle est malade ou est-ce qu'elle est en bonne santé? Voilà. Donc ici, si on avait été en vrai séminaire, je vous aurais demandé de lever la main si vous pensez que cette personne est saine, par exemple. Là, je ne peux pas le faire. Donc, faites-le dans votre tête. Et là, je vous montre une seconde photo qui est la même personne dans l'autre condition. Alors là, clairement, quand on arrive à voir la même personne dans les 2 conditions, on sait qui est malade et qui n'est pas malade. Mais nous, on a fait ça avec un ordre aléatoire et les participants ne pouvaient pas voir juste la même personne d'affilée. Donc, c'est assez compliqué. Et on peut voir que ces sujets-là pouvaient quand même détecter à 60%, donc qui était malade ou pas. Donc, vous voyez que le taux de succès, donc la chance, c'est 50%, parce qu'on voit une photo, est-ce qu'il est malade, pas malade. Et nous, on a 60%. Donc, c'est significatif, mais avec un taux, un effect size qui est pas énorme. En revanche, quand on refait la même expérience, mais là, on utilise des paires de photos, c'est-à-dire qu'on a le même individu malade et pas malade, là, c'est beaucoup plus facile, forcément, et on a un taux de succès qui est donc proche de 72%. On a fait exactement la même chose, cette fois-ci, avec la façon de marcher, la démarche, donc les mouvements du corps. Donc pour ça, on a enregistré ces participants après ces injections, quand est-ce qu'ils devaient marcher en fait face à une caméra. Donc par exemple, on a ces vidéoclips ici, mais ici, comme vous pouvez le voir, en fait, on a d'autres types d'indices. On a aussi par exemple la couleur de la peau et d'autres choses qui peuvent aussi aider dans notre détection. Et donc, on a utilisé ce qu'on appelle une Kinect caméra qui permet d'avoir seulement la démarche des participants via ces points. Donc, chaque point blanc, c'est une articulation qui va bouger exactement comme le participant bouge. Donc, je vais vous montrer, ce sera plus simple de vous montrer une petite vidéo si j'y arrive. Et j'y arrive pas, bien sûr. Toc, toc. Non, je ne vais pas y arriver. Pourquoi? J'ai le stylet. Non, ça ne marche pas. Oh. Alors, voilà, c'est bon. Donc, là, c'est après un placebo. Donc, vous voyez la démarche, c'est une personne qui marche donc à 45 degrés, donc sur le côté. Et ça, c'est après une injection de LPS. Donc, vous voyez, on arrive quand même à détecter qui est malade ou qui n'est pas malade sur la base de ces vidéos. Hop, même si on a pris quelqu'un où ça se voit bien. Et donc, on a montré toutes ces vidéos-là, donc la vraie vidéo des participants, où ces petits points qu'on voit quand la personne marche face à nous ou quand elle marche sur le côté, comme je vous ai montré. Et sur n'importe quel type de stimuli, on voit bien que quand la personne est malade, elle a été perçue comme en moins bonne santé que quand on voit le même individu, mais dans la condition saine. Voilà. Et enfin, j'en viens aux odeurs corporelles.
Alors, pour les odeurs corporelles, on a une série d'expériences qui montrent à peu près la même chose. Donc, je vous montre que celle-ci, qui est la toute première qui a été faite, où les participants de notre expérience portaient des t-shirts, donc après l'injection. On voit ici en rouge après l'injection de LPS quand ils sont malades, et en bleu après l'injection d'un placebo, donc quand ils sont sains. Et on a demandé à des nouveaux participants donc d'évaluer l'intensité et la, je ne sais pas comment on dit en français, désolé, j'ai des trous, pleasantness de chaque odeur. Et on voit qu'effectivement, les odeurs de la condition malade étaient perçues comme beaucoup plus intenses et comme moins plaisantes que ces mêmes odeurs quand l'individu est sain. Ce qui montre bien qu'on a une aversion, que les odeurs de personnes malades sont beaucoup plus aversives. Et on a aussi donc le même résultat quand on demande aux participants d'évaluer la santé des individus pour lesquels ils sentent les odeurs corporelles. Voilà. Alors moi, je vous parle de ces manips expérimentales où on fait venir des gens à l'hôpital. C'est une manip qui est très contrôlée puisqu'on injecte exactement la même dose à chaque individu en fonction de son poids. Donc, il permet de vraiment contrôler et de comparer les individus entre eux, donc nos donneurs entre eux. Le problème, c'est que ce n'est pas très écologiquement valide. Donc, on a voulu essayer de répliquer ces études, mais avec des maladies dites naturelles, entre guillemets, enfin, dites naturelles. Donc, on a fait une première étude qui était avant le Covid, où on a essayé de collecter des odeurs corporelles d'individus qui avaient une infection respiratoire. Alors, pour ça, on a recruté 100 volontaires. On a demandé à ces volontaires de nous contacter dès qu'ils étaient malades avec une maladie inflammatoire, maladie respiratoire. C'est-à-dire que pour pouvoir participer, ils devaient avoir au moins un symptôme respiratoire, c'est-à-dire tousser ou avoir mal à la gorge, plus un symptôme systématique, pas systémique, ou systémique, qui est de la fièvre ou des maux de tête, par exemple. Donc, ils nous appelaient, et quand ils nous appelaient, on leur envoyait un kit pour pouvoir collecter leurs odeurs corporelles. Et on a fait ça quand ils étaient malades, et on a fait ça aussi une fois qu'ils étaient rétablis, quelques semaines plus tard, où ils étaient sains. Donc, vous voyez la taille d'échantillon, on passe de 100 à 23, donc on a un tout petit échantillon. C'est un peu une grosse limitation de cette étude-là. Et ici, je vous montre les données qu'on a collectées. Donc, on les a suivies pendant 7 nuits, et on voit sur le graphique de gauche de la température corporelle. Donc, nous, on a collecté les odeurs corporelles les 2 premières nuits, c'est-à-dire qu'ils devaient porter un t-shirt la nuit, pendant les 2 premières nuits, avec un protocole strict. Donc, ils ne devaient pas utiliser de déodorant, pas de parfum, pas de nourriture épicée. Donc, on a essayé de réduire l'influence de l'environnement. Et on voit que concernant la température corporelle, on a une différence entre la condition malade et pas malade seulement pour la première nuit. En revanche, quand on parle de symptômes, c'est-à-dire que c'est des questionnaires qui mesuraient à quel point l'individu se sentait malade, donc avait la nausée, avait des maux de tête, là on voit qu'on a une différence bien significative pendant 7 jours, suivant la maladie. Donc du coup, on a toutes ces odeurs et on a constitué des paires d'odeurs. Cette fois-ci, on a fait des paires d'odeurs du même donneur, quand malade et quand pas malade, et on a fait sentir ces paires d'odeurs à de nouveaux participants qui devaient sentir et détecter quelle odeur provenait de la condition malade. Alors ici, on a le résultat. On voit que ces participants-là, en moyenne, arrivaient à détecter ou à discriminer qui était malade ou pas malade sur la base des odeurs corporelles. Mais encore ici, vous voyez un effect size qui est très réduit, puisque c'était seulement de 57% au-dessus de la chance, qui était 50% le seuil. Ce qui était aussi intéressant, ce qu'on voit, c'est qu'on a un effet de la différence de température corporelle, c'est-à-dire plus la différence est élevée entre les conditions, donc plus on a de la fièvre, entre guillemets, plus ça facilitait la discrimination pour les participants qui sentaient ces odeurs. On a une seconde étude qu'on a voulu mettre en place encore avec ce besoin de répliquer avec des maladies, entre guillemets, plus
naturelle. Et cette fois-ci, donc, ce n'est pas une maladie infectieuse en soi, c'est simplement une allergie au pollen. Alors, pourquoi une allergie au pollen? Parce que quand on est allergique au pollen, on a une réaction inflammatoire. On a cette réaction inflammatoire qui est induite, que ce soit par du pollen, par une bactérie, par mon LPS ou par un virus. Et nous, on voulait savoir, est-ce qu'on est capable de détecter cette réaction inflammatoire, que ça soit infectieux ou non. Donc, on a utilisé ce modèle d'allergie au pollen. Donc, pour ça, vous voyez aussi, les tailles d'échantillons sont assez réduites parce que ça a été difficile de trouver des donneurs. On est allé en clinique où des personnes allergiques vont pour pouvoir avoir un traitement. Donc, c'est des allergies qui sont assez fortes. Et on a donc 14 personnes avec ces allergies au pollen et 10 personnes contrôle qui sont matchées pour l'âge et le sexe. Et on a demandé à ces participants de nous donner leurs odeurs corporelles pendant la saison où il y a beaucoup de pollen, c'est-à-dire le printemps, et en dehors de cette saison, c'est-à-dire automne-hiver. Voilà. Donc, on a à peu près le même design avec des odeurs corporelles quand on n'est pas malade, c'est-à-dire en dehors de la période de pollen, et quand on est malade, quand on souffre, on a cette réaction inflammatoire due au pollen pendant le printemps. Et cette fois-ci, les participants devaient sentir ces odeurs corporelles une par une, et ils devaient évaluer l'intensité et la pleasantness de chacune de ces odeurs. Alors ici, on peut voir les résultats pour l'intensité et la pleasantness. Donc nous, on cherche quoi? On cherche une interaction, c'est-à-dire que l'intensité ou la pleasantness devrait varier pour les allergiques et non pour les contrôles. Alors on voit qu'en intensité, on n'a pas grand-chose. En pleasantness, on a un effet marginalement significatif. Donc je veux dire clairement non significatif, puisque la p-value de 0,1, je crois, un truc comme ça. Mais où on voit que les odeurs des personnes allergiques pendant au printemps sont évaluées comme moins plaisantes que ces mêmes individus pendant l'hiver, donc quand ils n'ont plus cette réaction inflammatoire. Donc on a quand même ce lien, ce que ne retrouve pas pour les donneurs, les contrôles qui n'ont pas de réaction inflammatoire entre ces deux saisons. Donc il suggère qu'il y a quelque chose, mais c'est vraiment une étude pilote qu'on a conduit avec des sample sizes qui sont malheureusement réduits. Ce qu'on trouve de façon intéressante, c'est qu'on retrouve encore un lien, alors cette fois-ci pas avec la température corporelle, mais directement avec un marqueur pro-inflammatoire qui est l'interleukin 5, qui est la cytokine, qui va provoquer cette réaction inflammatoire à cause de cette allergie au pollen, à cause de ces allergènes. Et là, on voit que plus on a d'IL5 sanguin, parce qu'on l'a mesuré dans le sang, plus on a d'IL5 sanguin, plus ça diminue les évaluations de pleasantness des odeurs corporelles. J'espère que j'ai été clair. Voilà, donc maintenant je vous ai montré un peu ces différentes études qui montrent qu'il semble qu'il y ait quelque chose, qu'il semble qu'on soit capable de détecter, que ce soit via les visages, via la démarche ou via les odeurs corporelles, qui est malade ou qui n'est pas malade, qui a une réaction inflammatoire ou non. On peut se demander qu'est-ce qu'on détecte en fait dans les visages, qu'est-ce qu'on détecte au niveau des odeurs corporelles. Alors, pour les visages, on sait qu'il y a quelque chose qui change, c'est la couleur de la peau. Donc, là je reviens sur les manip LPS, suite à une injection, ce qu'on observe, c'est que la couleur de la peau change. On a une diminution drastique de la couleur rouge, qui est probablement due parce qu'on a une réallocation du sang dans les organes importants, et donc on a une diminution du sang, de l'afflux sanguin dans les couches superficielles de la peau. Et aussi, on a un visage qui est beaucoup plus lumineux. Donc ça, c'est deux traits qui sont dus à un changement dû à la maladie. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on a fait évaluer ces visages par des participants sur différents traits. Et ce qu'on voit, c'est que ces participants, premièrement, ils sont évalués des participants malades, ils sont évalués comme ayant des émotions plus négatives. Ils sont perçus comme plus fatigués, ils sont perçus comme plus malades, ils sont perçus comme plus tristes. Donc, on a des émotions qui changent, mais on a aussi
probablement, c'est dû à des traits physiques qui changent. Donc, par exemple, ce qu'on a trouvé, c'est que sur toutes ces personnes malades, on a des paupières en fait, qui sont tombantes et aussi on a l'angle de la bouche qui est plus tombant et qui serait peut-être des traits qu'on détecterait pour estimer qui est malade ou non. Sur les odeurs corporelles, alors pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est en cours, mais on a utilisé un nouveau modèle qui s'appelle le modèle ABOV, qui a été créé par Camille Ferdenzi, que la plupart d'entre vous doivent connaître, je suppose, de Lyon, qui utilise donc ces twisters avec ce matériel qui est PDMS, qui permet de collecter les volatiles dans l'environnement. Donc, en fait, on a utilisé ces twisters et cet above pour pouvoir mesurer, pouvoir collecter les odeurs corporelles avec seulement les volatiles émis par le corps pour des personnes malades et non malades après notre injection de placebo et de LPS. Alors, les analyses sont encore en cours, mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que on a fait des analyses de GCMS pour avoir donc les composés volatiles. Et basé sur ces composés volatiles, on arrive à discriminer deux groupes, qui seraient le groupe après injection de LPS et le groupe après injection de placebo. Donc, il semble qu'il y ait des composés en fait, qui soient émis par le corps, que ce soit des nouveaux composés, que ce soit en quantité ou juste qualitatif, on ne sait pas encore bien, qui seraient différents entre ces deux conditions. Alors là, maintenant, on a une liste de composants qui seraient plus liés à la condition malade ou à la condition pas malade. Là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le début des analyses, donc on a encore beaucoup de travail à faire pour savoir qu'est-ce qui est produit par le corps, qu'est-ce qui est juste dans l'environnement, et pour pouvoir justement savoir exactement quelle molécule permettrait de détecter qui est malade ou non. Voilà, ok, c'est 25 minutes. J'ai encore 5 minutes pour vous parler juste d'évitement, je pense, en espérant que j'ai été clair jusqu'à présent. Donc, comme je vous l'ai dit, maintenant, il semble qu'on soit capable de déceler des congénères infectés ou malades via différents signaux, via les visages, via la démarche, via les odeurs corporelles. J'ai de nouvelles aussi études qui montreraient qu'on peut le faire via la voix. Donc, la question d'après, c'est, OK, si on les détecte, est-ce qu'on les évite? Est-ce qu'on a ce comportement d'évitement qui nous permettrait de diminuer la contagion et la transmission de ces parasites? Alors, pour l'instant, on a quelques preuves plutôt indirectes qui suggèrent que c'est le cas. Donc, par exemple, on a demandé à des participants d'évaluer sur la base des visages et sur la base des odeurs de toujours nos mêmes participants LPS, à quel point the liking ratings. Désolé, j'ai mon français qui... et donc, ce qu'on montre, c'est que les visages malades et les odeurs corporelles de ces individus malades ont des évaluations qui sont beaucoup plus basses sur ce liking ratings que les mêmes visages, les visages et les odeurs corporelles de ces mêmes participants, mais qu'en non malades. Ce qui suggère donc, le liking rating, c'est un proxy d'évitement ou d'approche d'évitement, et donc ça suggérait donc qu'il y aurait la possibilité d'avoir ce comportement d'évitement. Ce qu'on a aussi utilisé, c'est savoir la perception de si un individu est digne de confiance. Donc, trustworthiness. Alors ça, pourquoi? Parce qu'il y a une grosse littérature sur ce facial trustworthiness qui suggère que c'est la première chose qu'on détecterait quand on rencontre quelqu'un sur la base de son visage et que ça conditionnerait notre comportement d'approche évitement de cette personne. Et donc, ce qu'on observe, c'est que que les visages malades sont perçus comme beaucoup moins dignes de confiance que des individus qui ne sont pas malades. Voilà. Ce qui suggérerait encore qu'il y aurait potentiellement cette tendance d'évitement des personnes malades. Alors, pour finir, sur ces comportements de défense contre les maladies infectieuses, alors nous sommes une espèce sociale et comme j'ai essayé de l'expliquer, pour pouvoir éviter d'être contaminé, il faudrait pouvoir détecter les congénères malades et il semble qu'on soit capable de le faire sur différents types de traits phénotypiques, que soit donc la voix, les odeurs corporelles, mais aussi la démarche.
Alors, maintenant, il reste encore à savoir quels traits exactement changent après quand quelqu'un est malade. Donc, par exemple, sur les odeurs corporelles, on ne sait pas exactement quel volatile est émis beaucoup plus ou non quand on est malade. Donc, c'est des choses qu'on est en train d'essayer de déterminer. Il serait bien aussi de répliquer tout ce qu'on a fait, mais avec des maladies plus naturelles, comme j'ai expliqué, pour avoir un cadre beaucoup plus écologiquement valide. Et aussi d'essayer, là, on a fait des manips où on a utilisé un seul type de stimuli, que les visages, que les odeurs corporelles, que la démarche. Effectivement, ça non plus, c'est pas très écologiquement valide. Quand quand on interagit avec quelqu'un, on sent ses odeurs, on le voit bouger, on voit son visage. Donc, il faudrait pouvoir justement intégrer ces différents signaux et voir si ça permet d'avoir une détection beaucoup plus fiable et augmenter notre capacité de détection. Ensuite, il semble qu'on a quelques preuves indirectes que cette détection d'indices provoquerait des mécanismes d'évitement. Ça, c'est aussi des choses qu'on va faire cette année et l'année suivante pour vraiment quantifier ces mécanismes d'évitement. Mais il semble que ça existe. Je passe celle-ci. Mais des grosses limitations de ces études, c'est le fait que, comme je l'ai dit, les tailles échantillons sont assez réduites pour l'instant, mais aussi ça a été fait pour l'instant qu'en Suède et que dans des pays occidentaux. On ne sait pas du tout comment ça se passe dans d'autres populations. Et donc ça, on a vraiment besoin d'études cross-culturelles pour pouvoir voir si déjà on observe ces détections chez toutes les populations humaines avec leurs spécificités et aussi quels sont ces comportements d'évitement qui, qu'on s'attend, changeront en fonction des normes culturelles, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant vers lequel on va. Et sur les implications, alors j'ai pas le temps, alors je passe, mais sur les applications, comme vous l'avez pu voir, ce qu'on essaie de voir ensuite, c'est de pouvoir essayer de déterminer quels sont les traits qui sont vraiment liés aux maladies, pour pouvoir ensuite, par exemple, améliorer tout ce qui est outils de diagnostic des maladies. Donc, par exemple, on sait que maintenant, il y a des nez électroniques, il y a des applications qui utilisent la voix ou la couleur du visage pour déterminer si on est malade. Donc, il y a le Covid, par exemple, qui a été connu, mais aussi maintenant pour tout ce qui est colorimétrie du visage, pour ce qui est anémie et probablement malaria sur les individus. Donc ça, c'est quelque chose où nos projets vont pouvoir peut-être aider la création de ces outils de diagnostic. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont été impliqués de près ou de loin dans toutes ces études. Donc surtout au Karolinska Institutet, là où j'ai été jusqu'à très récemment. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, Arnaud. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans l'assemblée? Là, vous pouvez lever la main normalement directement sur la vidéo, voilà, ou alors les mettre dans le chat. Et comme tu préfères, Arnaud, soit on peut interroger les personnes une par une, ou je te laisse. N'importe. La première qui s'affiche chez moi, c'est Jeanne. Jeanne Play? Ouais. Donc, Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. oui, on Oui, t'entend. bonjour Arnaud, bonjour tout le monde. C'était super intéressant et je t'en remercie, c'était vraiment très clair. Moi, je suis intéressée par les comportements d'évitement que vous allez étudier et surtout savoir si vous allez prendre en compte la respiration des participants parce que je me dis que ce serait super chouette de voir justement la respiration beaucoup moins profonde et puis la distance aussi à l'odeur qui augmente lors de la détection du pathogène. Ouais. Alors, oui, alors exactement. Donc, il y a plein de projets là qui sont en voie de développement sur cette partie comportement, parce qu'on s'est vraiment focalisé sur la détection en premier. Là, on est vraiment maintenant sur le comportement d'évitement. Pour l'instant, je me focalise beaucoup sur les visages, parce que c'est juste beaucoup plus facile en termes de design. Et sur ces visages-là et sur ça, on va pouvoir vraiment, on a différents paradigmes qui nous permettent de vraiment mesurer la distance que nos participants vont maintenir avec ces individus malades ou pas malades, que ce soit dans des systèmes de réalité virtuelle ou dans d'autres types de paradigmes.
Le but ensuite, c'est de faire ça sur les odeurs et d'après de lier les deux. Et donc là, sur les odeurs, le fait de respirer, c'est super pertinent. Mais pour l'instant, c'est des expériences qui sont beaucoup plus complexes à développer. Et j'espère que ma collaboratrice Camille, qui est en train de mettre en place des choses comme ça, va pouvoir les mettre en place pour ses propres manips. Et puis qu'ensuite, je vais pouvoir collaborer avec elle pour pouvoir faire exactement la même chose, mais avec mes indices de maladie. Alors, je n'en ai pas encore parlé, mais je crois qu'elle est dans l'audience. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Mais voilà. Donc, oui, c'est tout à fait pertinent, c'est ce qu'on va faire. Eh ben, merci beaucoup. Tu prêches une convaincue. En effet, c'est compliqué, mais c'est super intéressant. Bon courage. Merci. Alors, il y a une autre question de Christine Bali qui lève la main et il y a Camille qui t'a laissé un commentaire justement dans le chat avec une question aussi. Oui, bonjour, merci pour cette intéressante présentation et ouais, très didactique et très claire. Moi, j'avais une question sur le fait que vous avez mesuré certains indicateurs qui, vraiment au pic de l'infection, c'est-à-dire au moment où voilà, les interleukines, TNF sont importants. Est-ce que vous avez regardé un petit peu avant pour essayer de trouver des marqueurs plus précoces avant l'épisode, on va dire, inflammatoire, et ou plus tardif, c'est-à-dire est-ce que certains de ces marqueurs sont peut-être susceptibles d'être plus intéressants parce qu'ils seraient plus stables dans le temps? Voilà. Est-ce que vous avez une idée de la cinétique de ces indicateurs autour du pic de l'infection? Alors, merci pour votre question très pertinente. Alors, pour l'instant, on n'a aucune idée de la cinétique, mais on est en train de collecter des données justement pour pouvoir avoir cette cinétique. Donc là, on est en train de refaire une manip LPS où on collecte pas les odeurs corporelles, mais des photos, par exemple, à différents pas de temps, donc c'est-à-dire toutes les heures après l'injection, pour pouvoir justement essayer de voir cette cinétique. Et pour les odeurs corporelles, on vient de collecter aussi des odeurs corporelles, alors à 2 pas de temps différents, malheureusement, mais c'est juste 2 heures pendant les 2 premières heures après l'injection et beaucoup plus tardivement. Et pareil, ça, c'est des manips qu'on va mettre en route rapidement pour pouvoir voir ça. En revanche, ce que je peux... Non, c'est tout. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Et du coup, Jeanne, je ne sais pas si tu as oublié d'enlever la main ou si tu as une autre question. Parce que je te vois encore la main levée. Dis-moi. Pardon, j'ai oublié d'enlever la main. Je vais m'en occuper. Et donc, il y a Stéphanie C là qui a une question et sinon, tu as encore la question avec Camille Ferdinandi dans le chat. Je sais pas si Ouais, tu... en fait, non, je ne la vois pas. En fait, je suis désolé, je suis nul avec ces trucs. Je vais enlever mon diaporama peut-être pour pouvoir la voir, je pense. Alors, je peux la lire si tu veux. À Ouais, cette vas-y. étude sur les allergies au pollen, il me semble avoir compris que les allergies sont sous traitement médicamenteux. Comment prends-tu en compte cette différence entre le groupe allergique et le groupe contrôle, sachant que la prise de médicaments peut en elle-même altérer l'odeur corporelle et que sans Ouais. doute le médicament diminue la réponse inflammatoire? Merci pour ta réponse. Et elle a précisé qu'elle t'en voulait pas. Alors du coup pour les allergies, donc ce qu'on a fait, c'est que c'est des personnes donc, qui venaient en clinique pour pouvoir avoir un traitement. Et donc on leur a demandé de participer pardon, avant avoir tout traitement médicamenteux. Donc en fait, c'est des participants qui ne devaient sous aucun prétexte utiliser en fait des antihistaminiques ou même des produits pour le nez et tout ça. Voilà. Donc ça limite cette influence sur les médicaments. Ok, super. Et du coup, il y a une autre personne qui lève la main. Oui, Donc, Stéphanie, c'est ça. Stéphanie C, Ouais. je suis désolé, je Donc, vois pas le reste du nom. bonjour Arnaud, je suis Stéphanie, donc Chambaron, il n'y avait pas le reste de mon nom, donc je suis chercheuse au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à INRAE de Dijon. Donc je te remercie pour ta présentation et je rejoins mes collègues, c'était très clair. Alors moi j'ai une question plus pratique et puis après une question plus de curiosité. La question pratique c'est comment tu fais au niveau des comités d'éthique ou des comités de protection des personnes justement pour inclure tes volontaires auxquels tu vas injecter ce qui va les rendre malades. Est-ce que c'est facile à passer ça en comité d'éthique? Comment tu te débrouilles ou est-ce que c'est un peu la galère? Euh, alors, ça dépend des pays. En Suède, en Suède, je pense que c'est moins la galère parce que ce n'est pas considéré comme une expérience clinique. Ok. Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple.
En revanche, c'est très compliqué de mettre en place parce que même s'il y a très peu de risques, il y a jamais risque, c'est une manip qui est fait Ouais. dans plein de pays depuis des années. Ça nécessite quand même d'avoir un processus de sélection des participants drastique pour avoir vraiment des personnes sans comorbidité et d'avoir des médecins qui sont là en fait pendant toute la journée avec nous pour pouvoir gérer s'il y a un problème et tout ça. Donc voilà. Et la seconde partie de la question, non, de la réponse, pardon, c'est que ces manips-là, elles sont pas faites seulement pour pouvoir collecter des données pour mon projet à moi, où là peut-être le comité d'éthique dirait Ouais. le ratio risque-bénéfice moyen. C'est en fait des études qui ont été aussi faites pour pouvoir mieux comprendre la réaction inflammatoire suite à une systémie, ça se dit ça? Oui. Une infection systémique, voilà. Et aussi pour pouvoir mieux comprendre les interactions entre le cerveau et le comportement et l'immunologie. Donc en fait, c'est des manips qu'on fait avec plein de sous-projets. Et moi, je fais juste partie d'un tout petit sous-projet de tout ce gros projet-là, quoi. Voilà. Ok, d'accord. Ben voilà, là tu m'as éclairé là-dessus et voilà, ça je comprends mieux. Et ma deuxième question, tu vas voir, c'est vraiment une question de, alors peut-être pure curiosité, mais en tout cas une question d'intérêt. Tu sais, dans la littérature, j'ai déjà lu que les animaux, les chiens notamment, avaient un odorat, un flair qui leur permettait justement de détecter les maladies. Et je me dis, tu vois, quand je t'ai écouté, ça aurait été alors, intéressant. Tu vas me dire, voilà, c'est déjà compliqué à faire, tes échantillons sont petits, mais de se dire que tu aurais pu avoir aussi un groupe chien, entre guillemets, voilà, pour détecter et de faire une comparaison après. Voilà, c'était plutôt pour le fun et ça m'a inspiré cette Ouais. réflexion. Mais tu vois, voilà, dans la littérature, se dire que bah, on a déjà vu des choses sur le Ouais, flairage. Et exactement. puis, voilà. Ouais, ouais. Alors, il y a les chiens, il y a les souris, il y a même les fourmis maintenant, qui apparemment détecteraient encore mieux que les chiens. Alors, oui, on y a pensé, figurez-vous, on y a pensé, mais alors les chiens, ça m'a très rapidement traversé l'esprit, mais pas plus, parce que je pense qu'il faut des chiens entraînés et tout ça, donc ça Ouais. nécessite beaucoup plus d'investissement. Mais j'ai notamment pensé aux souris ou aux fourmis. Et on s'est dit que ça serait bien de le faire. Eh Le ben, tu seul, vois, voilà. Ouais. Mm. voilà, le seul problème qu'on a, c'est que ces odeurs corporelles, moi, j'essaie de les collecter et de les utiliser qu'une seule fois, pendant juste seulement quelques heures. Ouais. Et c'est vrai que ça, comme on n'en a pas beaucoup et qu'elles sont très précieuses, Oui. on essaie vraiment de choisir ce qu'on va faire avec. En revanche, ça pourrait toujours être des manips qu'on pourrait faire avec des odeurs qu'on a déjà utilisées dans d'autres manips et voir en fait si les rongeurs pourraient le faire. Donc c'est vrai que j'y avais pensé rapidement, mais maintenant que tu en parles, Voilà. ça me donne quelques idées supplémentaires. Bon. Bah, super. Je te remercie en tout cas. C'était vraiment intéressant. Merci. Merci beaucoup. Et moi, j'avais une petite question aussi, donc au niveau de ces périodes-là où ils peuvent détecter donc tous ces mécanismes chez les patients malades. Est-ce que tu sais si cette période elle va durer tout le long de la maladie ou ça va principalement être pendant la période infectieuse? Je pensais par exemple au Covid. Est-ce que du coup, il y aura plus de signes pendant la période infectieuse ou voilà, je sais pas si- Ouais. Alors justement, donc ça, c'est des questions qu'on a, c'est-à-dire à partir de quand on est capable de les détecter? Alors en théorie, on supposerait qu'on est capable de détecter avant la période contagieuse, sauf que dans de nombreuses maladies, en fait, on est contagieux avant d'avoir ces signes ostentatoires de maladie, en fait. C'est ça qui est risqué. C'est pour ça qu'on essaie de regarder sur des signes plus subtils, donc comme j'ai montré avec ces visages de LPS, où c'est pas quelqu'un qui est, ça reste subtil, c'est pas quelqu'un qui est complètement malade et qui est en train de vomir, par exemple. Euh, mais cette détection, cette détection-là, elle peut en fait varier sur la période de contagion, le fait, est-ce que le virus il est très infectieux ou pas, tes interactions sociales en fait, qui est ces personnes, est-ce que c'est quelqu'un de ta famille, est-ce que c'est ton enfant? Il y a plein de facteurs qui vont faire varier ta détection et ton comportement d'évitement. Et ça, on est tout au début de ce projet-là en fait, où il va falloir regarder tous ces facteurs-là différents. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment encore d'éléments de réponse qui permettent de répondre. La seule chose que je peux répondre pour ta question à toi, de façon plus pertinente,
c'est que le fait qu'on puisse détecter, par exemple, des gens qui ont une réaction inflammatoire d'une maladie non infectieuse, comme les personnes avec une allergie, ça suggère quand même qu'on ait peut-être eu une sélection de stratégies conservatives qui est mieux vaut éviter quelqu'un qui semble malade même s'il n'est pas. Donc, c'est-à-dire que même si c'est quelque chose qui n'est pas infectieux, peut-être qu'il faut mieux l'éviter parce que le coût de l'infection est tel qu'on a été sélectionné ou que les animaux ont été sélectionnés pour vraiment avoir cette stratégie conservative, quoi. Et donc, voilà, je sais pas si ça a vraiment répondu à ta question, mais je me suis peut-être perdu dans mes réponses. Ah, Désolé. merci beaucoup. Non, c'était très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Non. Je pense qu'en tout cas, moi, je tenais encore à te remercier pour cette super présentation. Merci beaucoup. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Bah, de rien. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer la réunion d'aujourd'hui, donc ce webinaire. Et, euh, et donc, on vous dira au mois prochain. Ok. Merci. Merci à vous tous. Merci pour tout. Au Merci. revoir. Merci Arnaud. Au revoir.